Si je vous dis western, il y a de fortes chances pour que vous pensiez à Clint Eastwood, John Ford ou Sergio Leone, bref, pour que vous pensiez à des films. Et c'est bien normal, le western est un genre qui s'est fixé dans notre mémoire collective par le cinéma plus que par n'importe quel autre art. Pourtant, dans un second temps, il est très probable que des noms comme Lucky Luke, Lone Ranger ou Blueberry vous parlent, y compris si vous n'y connaissez rien en bande dessinée. Et effectivement, le 9e art a été presque aussi bénéfique pour le genre du western que le 7e, tant au niveau des thématiques que de la forme. De nos jours, le western est même plus vivace dans la bande dessinée européenne qu'au cinéma, toutes nations confondues. Le premier comics western, l'Aria Pit de George Herriman, est sorti en 1903, soit la même année que le tout premier film de western The Great Train Robbery. Pendant des décennies, les bandes dessinées et comics western vont rester dans le sillage du cinéma, reprenant les thématiques, les cadrages, les gimmicks et jusqu'au visage des acteurs. Un western, ça se reconnaît au premier coup d'œil. Même dans un décor minimaliste, un simple élément suffit à évoquer le western. On retrouve dans cette grammaire visuelle des lieux, comme les saloons, les villes de pionniers ou les grands espaces sauvages, mais aussi des vêtements, comme les bottes, les chapeaux Stetson et les ceinturons, ou encore les personnages types que sont les cow-boys, les indiens ou les bandits. Le western se compose de codes visuels et narratifs, et dresser un panorama du western en bande dessinée, c'est avant tout s'interroger sur l'évolution de ces codes, leur réinterprétation et leur transgression. Les années 20 voient l'apparition des premiers films western de grande ampleur comme La Caravane vers l'Ouest ou Le Cheval de Fer. En 1929, In Old Arizona sera malheureusement le champ du cygne de cette période, car avec l'arrivée de la récession économique des années 30, Hollywood va s'orienter vers une production western abondante mais de série B. Tout comme le cinéma, les éditeurs de comics et de bandes dessinées ont commencé par publier du western en grande quantité et moyenne qualité. La production de bandes dessinées de l'époque se fait essentiellement dans des magazines et à la chaîne. Les séries naissent et meurent rapidement, et seules les plus appréciées du public sortent en albums cartonnés. Les pépites de cette époque sont par exemple Little Joe, King of the Royal Mountain, The Lone Ranger ou Red Rider. En France, le dessinateur Marie-Jacques se spécialise dans le western, et à partir de 1934, Jim Boom est l'une des principales séries du genre western. Des personnages de séries récurrentes comme Tintin ou Bécassine ont une ou plusieurs aventures dans les terres sauvages du Far West. En Italie, autre grande terre du western, Rino Albertarelli crée Kit Carson, série crépusculaire en avance sur son temps. Durant cette première époque du western, du début du XXe siècle jusqu'aux années 30, ce qu'il raconte est encore presque du contemporain, puisqu'en Amérique du Nord, on est sur la toute fin de la conquête de l'Ouest. Il y a même encore des attaques de trains. Pourtant, malgré les apparences, le western n'est pas un genre historique et réaliste. Les scénarios de ces premières BD western ont un rapport à la réalité historique et géographique très souple. On est souvent dans l'anachronisme, voire l'imaginaire, tant au niveau des armes et des tenues que des faits. Et j'accorde pour ça une mention spéciale aux natifs américains, qui sont tous des Sioux, des Apaches ou des Comanches, et qui ont tous les mêmes coutumes, tenues et langues. Ça plante une composante du genre western. L'histoire avec un grand H est une toile de fond. Ce qui compte, c'est l'aventure et le mythe, même lorsque par la suite les scénarios vont adopter un rapport plus étroit à la réalité. La chevauchée fantastique de John Ford relance en 1939 les westerns à gros budget et enclenche l'âge d'or du western au cinéma qui dure jusqu'aux années 50 avec des chefs-d'œuvre comme La Poursuite infernale, Le train sifflera 3 fois ou La prisonnière du désert. Côté comics, la production super-héroïque était prépondérante jusque-là, mais elle s'essouffle durant une courte période au début des années 50. Il reste alors de la place pour les autres styles et toutes les maisons d'édition américaines lancent leurs séries western. All Star Western chez DC, White Kid et Wild Western chez Atlas Comics qui est l'ancêtre de Marvel. Des auteurs plutôt connus pour leurs super-héros font leurs armes dessus, comme Kirby, Paul Newman ou Stan Lee. Assez curieusement, le genre western pourtant typiquement américain sera rapidement plus traité en Europe, et notamment dans la BD italienne, franco-belge et espagnole, que dans les comics américains. Sur le vieux continent, 2 styles se distinguent. Une grande partie des séries vont adopter une approche qu'on appelle réaliste-humaniste, mettant en scène des justiciers sensibles à la misère humaine et notamment aux souffrances des natifs américains. Voici 3 exemples. En Italie, Tex Willer est un ancien rancher devenu redresseur de tort, puis responsable des affaires indiennes et mari d'une amérindienne. La production italo-argentine Sergeant Kirk raconte les aventures d'un soldat qui, révolté par les exactions que subissent les Amérindiens,
déserte et se fait adopter par la tribu des Chatooga. Enfin, côté France, Jerry Spring de JG est un cow-boy au grand cœur qui vit moultes aventures avec ses compagnons. La bande dessinée de western humoristique est plus rare mais aussi plus célèbre. Le héros le plus connu est bien entendu Lucky Luke de Maurice et Goscinny, qui paraît dès 1946. Les deux auteurs se sont rencontrés aux États-Unis, où ils ont vécu plusieurs années. La série est donc fondée sur une connaissance profonde de l'Ouest américain et des comics. Elle joue avec les grandes figures et les codes du western pour faire rire le lecteur, par exemple en mettant en scène une version décalée de personnages historiques comme les frères Dalton, Calamity Jane ou Jesse James. Billy the Kid est représenté comme un sale gosse et Rantanplan devient la caricature stupide de Rintintin, le chien le plus intelligent de l'Ouest. Il faut également mentionner la série Papa du tandem Uderzo et Goscinny. C'est une approche originale qui place l'histoire au XVIIIe siècle et qui va confronter son héros Papa à l'arrivée des premiers colons comme le français Hubert de la Pâte Feuilletée. Malheureusement, la série a peu duré car le duo d'auteurs s'est consacré à une autre série autrement plus célèbre de nos jours. C'est dans ces histoires que se forge la représentation de deux figures majeures du western, le cow-boy et l'Indien. Prenons les exemples de Lucky Luke et de Jerry Spring. Le héros standard est un cow-boy qui ne garde jamais de vache, est invincible et a une force ou des talents hors normes, comme tirer plus vite que son ombre. Mais surtout, il a une morale irréprochable. Impossible de l'envisager faire le mal ou avoir une attitude incorrecte. Il est donc souvent assez lisse et sérieux et le comique est incarné par les seconds rôles. Il défend la veuve et l'orphelin et plus généralement l'ordre social. La bande dessinée s'adressant à l'époque surtout aux enfants et aux adolescents, il est vraiment pensé comme un modèle pour la jeunesse. La figure de l'Indien est plus ambiguë et évolue rapidement. Les toutes premières bandes dessinées western dépeignent souvent les représentants des Premières Nations comme des êtres sauvages et sanguinaires, comme par exemple dans cette présentation de Tommy Tuller, le symbole de la lutte héroïque des Blancs contre la sauvage piraterie des peaux-rouges. Dans ce cliché, il n'y a pas que le racisme de la société de l'époque, mais aussi une facilité narrative qui permet d'avoir toujours un opposant standard à intégrer à l'histoire sans avoir à expliquer ses motivations. Selon ce cliché, l'Indien est méchant parce que c'est dans sa nature. Mais la nouvelle génération de bandes dessinées western dites humanistes réalistes change la donne et la figure de l'Indien apparaît comme une victime à protéger. D'hostile, la représentation devient condescendante, voire bienveillante. Les natifs américains occupent dès lors un rôle allant de serviteurs serviles, comme Petit Castor dans Red Ryder, à bras droit du héros, en passant par comique de service. Du point de vue de la narration, ils ne peuvent plus être les méchants par défaut. De nouveaux clichés d'ennemis vont se mettre en place comme l'Indien renégat ou le mauvais blanc. Ce dernier stéréotype est parfaitement incarné par le Major Bascom ou le général Alistair dans Blueberry. Raciste et violent, il compromet la coexistence entre les Occidentaux et les natifs américains. Le racisme et les violences à l'égard des Premières Nations sont évacués comme une tare individuelle de quelques personnages et non comme un problème social. À Hollywood, le western entre en crise. De 130 westerns produits en 1950, on passe à une vingtaine par an seulement dans les années 60. Le salut viendra de l'Italie, qui reprend le flambeau avec le western spaghetti. Les grands réalisateurs de ce sous-genre sont les trois Sergio, Leone, Sollima et Corbucci, avec des classiques comme la trilogie du dollar, Il était une fois dans l'Ouest, Django et Le Grand Silence. Les personnages sont incarnés par des acteurs comme Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski ou Clint Eastwood. Le western spaghetti est décomplexé. Sans renier la tradition de l'âge d'or du western, il renouvelle les codes avec une morale et des personnages plus ambigus, une violence plus crue et un ton plus ironique. La façon de filmer change également, entre plans larges de paysages écrasants et gros plans sur des éléments emblématiques comme les yeux ou les armes. Du côté de la bande dessinée française, on a un petit souci pour embrayer pour cause de loi sur les publications destinées à la jeunesse de 1949. La BD est en effet publiée majoritairement dans des magazines jeunesse, et donc elle est strictement encadrée jusqu'à la fin des années 60. L'article 2 de cette loi stipule que toute publication destinée à la jeunesse ne pourra comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion, présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tout acte qualifié de crime ou délit de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Et pour appliquer cette loi, une commission de surveillance et de contrôle est créée. Du coup, le contexte n'est pas franchement favorable au grand trio sexe-violence anti-héros.
Néanmoins, la bande dessinée western évolue, et on va avoir droit à ce moment à 2 très grandes séries, Blueberry et Comanche. Blueberry de Giraud au dessin et Jean-Michel Charlier au scénario est un soldat indiscipliné, irrespectueux, mais au grand cœur, représenté au début sous les traits de Belmondo. Comanche est une série dessinée par Herman et scénarisée par Greg. Elle raconte l'histoire du personnage éponyme, une jeune femme à la tête du ranch 666, aidée par une galerie de personnages pittoresques, et notamment Red Dust, le véritable héros de l'histoire au passé trouble. Ces 2 séries ont comme point commun d'attirer la bande dessinée western sur un terrain moins manichéen, en faisant évoluer la figure du héros. Blueberry et Red Dust sont clairement les gentils, mais ils sont également faillibles, ils ont des défauts. Blueberry est par exemple bagarreur, tête brûlée et insolent, et il leur arrive les pires galères du monde. Ils vont même se retrouver régulièrement du mauvais côté de la loi, voire de l'histoire, comme Blueberry qui à l'origine est le fils d'un propriétaire de plantation esclavagiste. Même physiquement, les visages sont marqués par ce qu'ils ont vécu et par le temps, contrairement à Lucky Luke ou Jerry Spring qui ne vieillissent pas et ne conservent aucune cicatrice. Leurs adversaires sont traités également comme des personnages à part entière, avec de vraies motivations, et leurs représentations sont moins stéréotypées. Dans les années 60 et 70, les États-Unis traversent une crise identitaire provoquée par la guerre du Vietnam, la prise de conscience écologique, la lutte pour les droits civiques et contre la ségrégation raciale. Ces nouveaux enjeux vont infuser dans les œuvres culturelles, et en particulier le western. On a d'ailleurs coutume de dire qu'un western de cette époque est toujours un film sur le Vietnam. Des films comme Little Big Man, Soldier Blue, Un homme nommé Cheval, Le convoi sauvage ou Jeremiah Johnson portent un nouveau regard sur la nature, la conquête de l'Ouest et les relations entre natifs américains et colons. Dans la bande dessinée western, la représentation des colons, des Amérindiens et des guerres indiennes évolue aussi. Les natifs américains deviennent un symbole de communion avec la nature, de sagesse, de spiritualité et de vertu face à la société occidentale jugée avide et corrompue. Une nouvelle figure apparaît, celle du trappeur blanc qui, écœuré par les colons, s'isole dans la nature sauvage et entre en contact avec les Amérindiens. Une série typique de ce courant du western est Yakari, qui commence en 1970. Cette BD joyeuse et optimiste, destinée à un public enfantin, raconte les aventures d'un jeune Indien et de ses amis. Derib, l'auteur de cette série, est fasciné par cette thématique et il va aussi dessiner 4 ans plus tard les aventures de Buddy Longway à destination des adultes. Cette fois, on parle des difficultés rencontrées par un couple mixte et leurs enfants métis sur un ton bien plus réaliste. Et en termes de dureté, on monte d'un cran la même année avec Jonathan Cartland qui raconte l'histoire d'un héros dont l'épouse amérindienne est assassinée. Les publications Vaillant, qui deviendront ensuite Pif Gadget, et qui sont liées au Parti communiste français, vont s'emparer de ces thématiques totalement dans leur ligne éditoriale anti-américaine. C'est même du pain béni pour eux, et ils vont publier par exemple Davy Crockett, Capitaine Apache ou Loup Noir. Le western, de promoteur de l'esprit pionnier et de l'American Dream dans les années 50, devient la dénonciation et la caricature des États-Unis et de l'Occident 20 ans après. L'antimilitarisme est d'ailleurs au cœur d'une série humoristique 68arde, Les Tuniques Bleues, qui met en scène les aventures du sergent Chesterfield, le grand va-t-en-guerre, et le caporal Blutch, le petit pacifiste, en pleine guerre de sécession. Le style du dessin entre réalisme et trait rond de BD comique conserve le même équilibre délicat que le scénario entre humour et dénonciation. Durant la fin du XXe siècle et le début du XXIe, les grandes séries de bandes dessinées western continuent de paraître sans interruption et pour certaines perdurent malgré la mort de leur créateur. Elles approfondissent leurs thématiques fétiches comme Lucky Luke ou Yakari, ou explorent le passé et le futur de leurs héros comme Blueberry. La bande dessinée ayant progressivement perdu son statut de médium pour les enfants, les nouvelles séries incorporent maintenant des thématiques plus adultes comme le sexe, la violence et l'ambiguïté morale. C'est ainsi qu'Yves Wolf crée en 1980 la première série de bande dessinée vraiment western spaghetti, Durango, qui a comme inspiration revendiquée le grand silence de Sergio Corbucci. Dans les années 2000 et 2010 sortent des séries comme Bouncer de Book et Jodorowsky, qui dépeint une tragédie shakespearienne sur fond de Far West avec prostitution, mutilation et fratricide, Undertaker, qui raconte les aventures d'un croque-mort, et Texas Jack, qui présente une bande de cow-boys de cirque envoyés pour arrêter des bandits sanguinaires. Comme nous l'avons vu avec le Wilderness Cycle, les auteurs de bandes dessinées s'emparent souvent du western pour questionner les problématiques politiques et sociales actuelles, mais aussi pour mettre en cause les codes et figures du genre lui-même, et le XXIe siècle n'y fait pas exception.
C'est le cas des questions raciales avec les natifs américains évidemment, mais aussi avec les afro-américains, comme par exemple dans Marshall Bass qui raconte l'histoire d'un Marshall noir au Far West. Mais on peut surtout noter un changement dans la représentation des femmes, des questions de genre et de rapport entre les sexes. Le western est traditionnellement un genre viril, mettant en avant des figures masculines puissantes. Les femmes y jouent un rôle de second plan, souvent de demoiselles en détresse. Les types de personnages féminins classiques sont la mère, la fiancée ou la bigote. Lorsque la bande dessinée perd son statut de publication jeunesse, les figures féminines deviennent plus présentes et surtout plus sexualisées. Récemment, des albums et séries vont mettre en question le virilisme du western. Plusieurs séries ou one-shots mettent en scène des bandits féminins aussi barbares que leurs acolytes masculins, comme Minetos Desesperados dès 1989, ou récemment Perdi et l'Avenin. Le renversement peut parfois être total, comme dans Mondo Reverso, où les rôles féminins et masculins sont totalement inversés. Le résultat est souvent hilarant, soulignant l'absurdité de certains de ces codes devenus flagrantes lorsqu'on échange les sexes. La question du genre dans le western est également traitée dans le très beau L'odeur des garçons affamés, qui raconte l'exploration d'un territoire inconnu par 3 protagonistes, un ingénieur portant une vision de la société destructrice, un photographe homosexuel et un mystérieux gamin de ferme. Enfin, Gus met en scène une bande de 3 bandits plus préoccupés par leurs histoires de cœur que par le pillage de trains. L'humour est justement provoqué par le contraste entre les réflexions amoureuses des protagonistes et l'univers traditionnel du cow-boy solitaire. En faisant mes recherches, j'ai découvert plein de bandes dessinées western que je ne connaissais pas, et j'ai été surprise de constater que le genre était particulièrement vigoureux depuis le début des années 2000, malgré l'image surannée qu'il peut avoir. Entre les séries cultes qui approchent les 80 albums, les romans graphiques décalés et les one-shots uppercut, il y en a vraiment pour tous les goûts. Au terme de ce voyage, je m'aperçois que l'essence du western, la fascination qu'il exerce sur ses lecteurs, c'est finalement ce souffle épique qui parcourt un monde inconnu et sauvage où l'autorité vacille et où le moi héroïque doit se révéler. Et c'est aussi ce qui permet au western, pourtant si ancré dans une époque, de s'hybrider facilement avec la science-fiction et notamment le post-apo, univers où tout est possible, la disparition comme la renaissance de l'humanité. Et cet horizon, c'est autant un besoin viscéral pour nos sociétés modernes qu'une attirance morbide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.